On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Chapitre 2. Le passé personnel. Avant d'aborder la politique, je voudrais apprendre à vous connaître un peu mieux. Parlez-nous de votre passé, de votre parcours professionnel. Vous m'avez dit que jeune, vous étiez dans l'armée, vous êtes devenu policier et que vous avez dirigé une société de sécurité. Tout cela est vrai. J'ai fait partie des structures et des services secrets, mais c'était bien avant mon arrivée dans la franc-maçonnerie. Là aussi, j'ai fait face à des situations que je n'avais pas voulu. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je travaillerais pour les services secrets. C'était la première fois que je rentrais en contact avec des institutions qui agissent dans l'ombre, avec des structures de surveillance et de manipulation d'êtres humains. J'avais été volontaire pour entrer dans l'armée, la vie de soldat me convenait. Je me sentais bien, je participais à tout. Enfant, j'étais déjà un idéaliste. Mes supérieurs ont apprécié ce trait de caractère. On choisit des candidats aux qualités particulières pour des missions qui impliquent une discrétion complète. Ces hommes travaillent bien. Ils sont fiables, faciles à convaincre. J'étais l'un d'eux. J'étais dans la marine et nous étions partis en excursion. Quand nous étions à terre, les soldats buvaient beaucoup. Et ce jour était comme tous les autres. Le soir, je rentrais à bord et le lendemain matin, je constatais que j'avais perdu ma carte d'identité. Normalement, j'aurais dû me rendre compte à l'entrée de la zone militaire parce qu'on ne rentre pas sans montrer sa carte. Comme j'étais un type ouvert et facilement abordable, je connaissais bien le personnel du camp et j'avais pu rentrer le soir sans montrer mon laissez-passer. Sa disparition m'inquiétait beaucoup. Je ne savais pas si je l'avais perdu ou si on me l'avait volé. Je voulais me mettre en route et refaire le tour des bars de la veille dans l'espoir de le retrouver. Un homme que je ne connaissais s'est présenté. Il le tenait dans la main. Vous avez perdu votre passe et vous ne l'avez pas déclaré. Vous allez passer au conseil de discipline. Savez-vous ce que vous risquez? Si votre passe atterrit dans un service étranger, que pensez-vous qu'il puisse arriver? J'étais à terre, parce que cet homme avait réussi à me convaincre que j'avais presque déclenché la Troisième Guerre mondiale. Il a fini par me rendre mon laissez-passer en me disant qu'il se réservait le droit de prendre des mesures disciplinaires contre moi et que j'aurais de ses nouvelles. J'en ai eu rapidement. On m'a muté dans un autre service. On m'a demandé si j'étais prêt à faire une formation spéciale et à participer à l'aventure. On attendait de moi une discrétion totale. Vu qu'on me promettait une augmentation de salaire, j'ai dit oui. J'ai quitté la base navale et j'ai intégré les unités spéciales. On m'a mis à l'épreuve plusieurs fois pour savoir si j'étais capable de tenir ma langue. C'était passionnant. J'ai été dans un camp d'entraînement où nous étions bien traités. Nous nous prenions pour l'élite, pour les meilleurs. La formation était excellente et de temps en temps nous retrouvions nos unités pour prendre la mer. Cela pouvait durer 2 semaines. J'ai été formé pour être un agent spécial. Seules les dominations variaient. Pour nous, c'était la grande ouverture. Nous ne cherchions pas les décorations, ni ne désirons briller en uniforme. Nous étions très contents de notre sort. On nous a poussés jusqu'aux limites physiques et mentales. Nous partagions nos réussites entre nous sans avoir besoin d'en parler à tout le monde. Nous nous savions surveiller. Nous n'avons pas le droit de raconter quoi que ce soit. Cela aurait signifié la fin instantanée de notre aventure. À la fin de la formation, nous sommes partis en mission par groupe de 3 ou 5, à l'étranger aussi. Il fallait déterminer les cibles, les personnes, prendre des photos, faire des croquis et accumuler beaucoup de renseignements. Il a fallu détruire des objectifs avec des explosifs. On nous a appris à remplir des missions secrètes pendant notre service habituel. Nous avions installé toutes sortes de systèmes et récupéré beaucoup d'informations dans nos unités, dignes de nous valoir la cour martiale, mais cela restait entre nous. Nous faisions partie du même pays. Nous sentions une nécessité. C'est ainsi que cela doit être. On devient agent ou espion par conviction qu'il doit être ainsi. Je dois dire que c'était un grand plaisir quand nous rencontrions d'autres unités secrètes. Vous êtes formidables, vous êtes les meilleurs, vous êtes solidaires, personne ne peut vous détruire. C'était magnifique.
D'abord, il s'agissait d'objets, plus tard de personnes. Nous avons par exemple livré des bateaux à Israël. Nous avons livré des choses dont je ne peux pas en parler. Nous n'avons jamais tenté de savoir pourquoi la République fédérale d'Allemagne, la RFA, adhérait à de tels projets. Nous sommes allés chercher les bateaux pour Israël dans le nord de l'Allemagne pour les convoyer jusqu'à Haïfa. Nous n'avions pas besoin de savoir si c'était légal. Ce n'était pas notre problème. Nous avions des missions à exécuter. Quand on est formé à ce genre de mission, on ne se pose pas de questions. Là, on parle d'honneur et de fiabilité. La fiabilité est le mot le plus important. Être fiable, ponctuel, car il faut que ça marche comme une horloge. J'en souffre encore quand j'ai rendez-vous et que la personne n'est pas à l'heure. Pour nous, soldats, ce sont des facteurs vitaux. J'ai essayé d'éduquer mes enfants dans ce sens, mais j'ai malheureusement échoué. Je voulais dire qu'on rentre dans des structures dans lesquelles on ne voulait même pas aller. On est choisi et on est obligé d'y aller. Du fait de certaines caractéristiques, certaines personnes sont plus facilement manipulables et contrôlables. Quand j'ai quitté l'armée, je suis entré dans l'industrie privée, dans un chantier naval de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Ce chantier dépendait de la marine allemande et l'on me confiait régulièrement des missions spéciales. Ce chantier naval dépendait encore de l'État, ce qui ne me plaisait pas. Ces missions n'étaient pas un problème pour moi, mais nous étions de plus en plus liés aux Américains. Ceci était très présent dans le sous-sol de Schleswig-Holstein. Nous avons établi des contacts et nous devions pénétrer dans les installations souterraines. Ce sont des villes où tout est gigantesque. Il était clair que tout est soumis à un secret absolu. Avant, nous effectuions nos missions au nom de l'Allemagne fédérale. Et là, nous exécutons des ordres donnés par des Américains. De toute façon, on pouvait nous faire chanter dans les deux cas. Ces missions étaient secrètes. Nous étions en service, mais officiellement, nous étions là en privé, pour notre plaisir personnel. L'État ne nous aurait pas protégés et nous aurions passé beaucoup d'années en prison. C'était la façon de nous mettre la pression. Nous étions incroyablement fragiles, mais nous savions qu'il ne pouvait rien nous arriver. Nos dirigeants et collègues ne pouvaient pas faire cela et ils ne l'ont pas fait. Nous le savions. Comme on fait des choses illégales, on peut nous faire chanter facilement et on est donc facilement contrôlable. C'est ce qui fait que tu peux avoir une confiance absolue. Tous les acteurs de la mission ont subi des pressions psychiques à l'entraînement. Ils connaissent ces points faibles qui peuvent le faire condamner. Nous avons dû convoyer des voitures en Espagne, au Maroc, et nous ne savions pas ce que nous transportions. Nous ne pouvons pas poser de questions. On reçoit un ordre de mission, on l'exécute, on prend l'avion, on revient et on enchaîne avec la prochaine mission. On ne pose pas de questions. Il y a sûrement un moment où vous avez remis tout cela en question. Oui, évidemment, j'ai fait ça pendant 6 ans et puis je voulais tout arrêter. Je suis entré dans la police et peu de temps après, les autorités judiciaires m'ont demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire. On m'a fait savoir qu'on connaissait mon passé. On ne m'en a pas parlé directement, mais j'ai constaté qu'ils savaient exactement ce que j'avais fait et j'obéissais. Les missions se succédaient, elles n'étaient pas aussi périlleuses et dramatiques, mais c'était quand même assez désagréable. J'étais vulnérable au chantage. Je devais me procurer les plans de bâtiments publics et privés, évaluer la résistance de certains toits plats pour savoir si on pouvait y poser un hélicoptère, sonder les sols, comprendre le système d'aération d'un bâtiment. Aussi, je devais livrer les plans sans savoir à quoi ils serviraient. Cela ne m'intéressait pas. Je le faisais sans me questionner. Et puis d'un jour à l'autre, j'ai quitté la police alors que j'étais fonctionnaire. Je n'en pouvais plus. Je me suis mis à mon compte. J'étais opticien de formation. Enfin, j'ai ouvert un restaurant et changé régulièrement d'adresse pour trouver le calme. J'ai atterri en Allemagne du Nord et j'ai commencé à travailler pour un fournisseur de l'industrie automobile. Là aussi, j'ai été appelé rapidement dans le bureau du patron. Vous étiez bien dans l'armée? Oui, répondis-je. Mais aviez-vous une autorisation de cryptographie? Mon passé me suivait, même dans le privé, ce qui commençait à m'inquiéter sérieusement. J'ai quitté ce travail et j'ai monté ma propre société de sécurité. J'espérais obtenir une vie meilleure et décider moi-même de mes mandats. Mais bientôt, j'ai eu de la visite. L'on me proposait de travailler pour une société liée à la prostitution, à la traite d'êtres humains en Russie. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais je ne voulais pas. Le donneur d'ordre était un proxénète de la vallée de Ruhr que je connaissais depuis mon service dans la police et qui connaissait mon passé. Je lui ai dit que je préférais être fusillé que de travailler pour lui. Quelques jours après, la ferme que j'habitais était incendiée. Après cela, le calme est revenu et j'ai décidé que plus personne ne pourrait me faire chanter. Depuis, je vis bien et je suis heureux. Si on porte plainte contre moi, on ne trouvera rien, mais
je ne me cache plus. J'ai réussi à cacher ce que je faisais toute ma vie sans en souffrir physiquement. Mais j'en ai assez de devoir le cacher. C'est une marque que je porte et dont je ne peux me défaire, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je suis. C'était une tranche de ma vie pendant laquelle j'étais très vulnérable. Vous avez parlé d'installations souterraines dans le Schleswig-Holstein, situé à la frontière du Danemark. Pouvez-vous en parler un peu plus précisément? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup d'accès et que ce land bénéficie d'un système de tunnels très développé et indestructible. Un bombardement n'aurait aucun effet sur ces installations. Ce sont des éléments préfabriqués, soudés les uns aux autres que l'on descend en profondeur. Je me rappelle que nous avons dû intervenir une fois dans le sud du land pour faire disparaître certains appareils. Nous passions par les structures de commandement américaines. Les grilles s'ouvraient, nous passions les contrôles et nous roulions pendant des heures dans les tunnels sans orientation. Nous ressortirons à la surface par une autre ouverture. Je me rappelle qu'il y avait des accès près de Kiel et d'Olpenitz. À Olpenitz, nous avons construit un port important qui n'a jamais accueilli de navires. J'ignore ce qu'il en est de nos jours, mais à cette époque, il n'y avait ni humains ni bateaux, seulement une installation fantôme. Nous avons dû convoyer des appareils de mesure très fragiles à Olpenitz, très sensibles à la température. Je me rappelle le cas en hiver d'un appareil que nous transportions et qui ne pouvait rester que 2 ou 3 heures exposé à la température extérieure. Nous étions en relation avec le poste de contrôle et soudain nous avons vu 2 jeeps américaines apparaître. Nous les avons suivis sur d'interminables chemins au bord des prairies humides. Puis le chemin s'est enfoncé et nous nous sommes retrouvés devant de grandes portes en acier. Après avoir passé les contrôles, nous avons suivi un tunnel interminable derrière les jeeps. Nous avons déposé l'appareil de mesure et après un chemin de retour également interminable, nous sommes ressortis à l'air libre. Pendant tout le trajet, nous n'avions pas échangé un mot. Il vaut mieux ne pas parler des choses que l'on ne connaît pas. Je ne sais pas qui a construit et qui entretient cette installation gigantesque. Je n'ai vu personnellement que des soldats américains. C'était en 1979 et 1980. Après, j'ai quitté cette région, je n'ai pas fait de recherche. Le refaire aujourd'hui, je ne pourrais pas rester tranquille, je mènerai mon enquête pour tout savoir.